Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo avec vous, Bentleba Salahdine, consultant IT. J'interviens dans le domaine du décisionnel ainsi que sur les technologies Microsoft, notamment BStock Server et SQL Server. Donc, après avoir expliqué le cycle décisionnel généralement ainsi que les étapes dont passe ce projet, je passe maintenant pour détailler les plus importantes composantes dans ce cycle. J'ai consacré cette vidéo pour le processus ETL, puisque c'est le premier processus dont passent les données sources, mais surtout puisqu'il constitue jusqu'à 80% du temps de réalisation d'un projet décisionnel. Et ce n'est pas pour rien, ce système est complexe et ne doit rien laisser s'échapper, sous peine d'avoir une mauvaise information dans l'entrepôt, donc des données fausses et inutilisables. Alors, ETL, acronyme de Extraction, Transformation and Loading, est un système de chargement de données depuis les différentes sources d'information de l'entreprise, hétérogènes bien sûr, jusqu'à l'entrepôt de données, les modèles multidimensionnels. Ce système ne se contente pas de charger les données, il doit les faire passer par un tas de moulinettes pour les dénormaliser, les nettoyer, les contextualiser, puis de les charger de la façon adéquate. Nous verrons par la suite ce que chaque mot veut dire. Staging est le terme désignant l'endroit où se fait l'ETL. En fait, vous pouvez considérer le staging comme une zone tampon entre les sources de données et l'entrepôt. Au fait, il n'y a pas de méthode universelle de conception d'un ETL dans une entreprise. Chacune possède ses propres systèmes, sa propre logique de fonctionnement, selon sa propre culture bien évidemment. Il y a deux types de chargement à faire. Le chargement initial est effectué au tout premier chargement de l'entrepôt et dans des cas spéciaux comme après la perte des données de l'entrepôt. Dans ce cas, on charge toutes les données de l'entreprise dans l'entrepôt, c'est le full load. Le chargement incrémental, qui est le fait d'ajouter des données à un entrepôt existant, c'est l'opération qui va se répéter dans le temps, chaque jour par exemple. Il faudra faire attention dans ce cas à ne charger que les informations nouvelles et ne pas charger deux fois la même information. C'est le delta load. Il faut étudier ces sources de données pour pouvoir définir sa stratégie de chargement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois façons différentes de faire le rapatriement de données. Il y a la méthode push. Dans cette méthode, la logique de chargement est dans le système de production, les sources de données. Il pousse les données vers le staging quand il en a l'occasion. L'inconvénient ici est que si le système est occupé, il ne poussera jamais les données. Le pull, au contraire de la méthode précédente, le pull il tire les données de la source vers le staging. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle peut surcharger le système s'il est en cours d'utilisation. Et la dernière, le push-pull, vous l'avez deviné, c'est le mélange des deux méthodes. La source prépare les données à envoyer et prévient le staging qu'elle est prête. Le staging va récupérer les données. Si la source est occupée, le staging fera une autre demande plus tard. Donc, il y a plusieurs questions à se poser pour définir les caractéristiques de votre système. Et cela selon votre étude des sources et votre stratégie. Quelques questions à se poser. Quelle est la disponibilité de mes sources de données pour savoir quand est-ce que vous devrez faire votre chargement? Comment y accéder pour le choix d'outils d'extraction? Comment faire des chargements incrémentaux? Quel est le temps d'un chargement incrémentiel moyen? Ai-je la possibilité de recharger des données dans le cas où mon processus de chargement échoue? Quelle politique vais-je utiliser dans le cas d'échec de chargement? Des logs erreurs dans des fichiers ou bien dans une base de données? Une relance du chargement ultérieurement peut se faire dans ce cas. Et plusieurs d'autres questions à voir. On passe à la deuxième partie qui est la transformation des données vers les types de données souhaités dans notre entrepôt. Mais avant, il faut se poser plusieurs questions pour bien cerner cette phase. Je dis par exemple quels sont les champs les plus sujets à erreur, souvent les données saisies par l'utilisateur dans ce cas. Ai-je les moyens de corriger les erreurs automatiquement lors du chargement instantanément? Est-ce que c'est possible? Et comment le faire? Comment permettre à un utilisateur de corriger les erreurs? Quelle politique vais-je utiliser pour le traitement des erreurs, fichier log ou table dans une base de données? Et comment montrer à l'utilisateur final que des données n'ont pas été totalement chargées à cause d'erreurs?
Avant de charger les données dans l'entrepôt cible, il faut s'assurer qu'ils sont conformes au type de données qu'on souhaite avoir. Et donc, il faut les faire passer par plusieurs étapes dont je peux citer l'analyse des données, les propriétés des colonnes, les clés primaires, les règles de gestion par exemple, l'analyse des noms et d'adresses des personnes et organisations. Il faut aussi dédupliquer les données. Le même client peut provenir de plusieurs systèmes. Il faut surveiller et détecter les erreurs en temps réel. Il faut aussi substituer les clés étrangères par leur vraie valeur. Ce n'est que quelques fonctionnalités et transformations qu'on peut faire lors de cette phase, mais généralement les données à charger dans l'entrepôt doivent être dénormalisées. Dans un data warehouse, il ne faut pas avoir des doublons, avoir un schéma en troisième forme normale est même déconseillé. Il faut aussi que les données apparaissent là où ils doivent apparaître. Il faut que les données soient nettoyées. Dans un système de production, les utilisateurs entrent les données. Les risques d'erreur sont là. Entrer la rue au lieu du pays. Écrire Maroc avec A au lieu de Maroc avec C par exemple. Ces erreurs ont des répercussions directes sur les analyses. Il faut pouvoir détecter et corriger ces erreurs instantanément. Contextualiser. Imaginez un système de production où les informations sur l'activité du personnel sont enregistrées. Et un système de RH où les informations personnelles comptables des employés sont stockées. Un entrepôt de données possède une vision universelle. Donc un employé est un employé. Il n'y aura qu'une seule dimension employée avec toutes les informations le concernant. Et enfin, les données doivent être chargées dans l'entrepôt. C'est l'étape la plus complexe. Il s'agit ici d'ajouter les nouvelles lignes, voir si des lignes ont été modifiées et faire une gestion d'historique. Voir si des lignes ont été supprimées et le mentionner dans l'entrepôt, tout en faisant attention de ne pas charger les données en double. La dernière mission de l'ETL est le chargement, qui consiste à importer les données extraites et transformées en une base de données cible ou un entrepôt de données. Certains processus de chargement insèrent physiquement chaque enregistrement comme une nouvelle ligne dans la table de l'entrepôt cible en utilisant une requête d'insertion SQL. Alors que d'autres processus de chargement comprennent une insertion en bloc massif de données, le bulk insert, en utilisant une routine de chargement en masse. L'insert SQL est une routine lente pour les importations de données, mais permet de vérifier l'intégrité de tous les enregistrements. Par contre, la routine de chargement en masse, le bulk insert, peut être plus rapide pour des chargements de grandes quantités de données, mais ne permet pas de vérifier l'intégrité au chargement de chaque enregistrement individuel. En fait, le point critique dans cette étape est qu'il faut avoir à tout moment un contrôle total sur les processus, ce qui n'est pas évident. Donc, des questions à se poser lors de cette étape. Que faire si un chargement échoue? Automatiser une reprise après erreur, par exemple. Ai-je les moyens de revenir à l'état avant le chargement? Si on a des backups, il faut prévoir de faire des backups. Puis-je revenir dans le temps d'un chargement donné? Comment valider mon chargement et comment détecter les erreurs? Il faut donc prévoir une gestion d'erreurs. Sinon, il ne faut jamais oublier l'une des clés de succès de chaque projet décisionnel, qui consiste à définir les métadonnées, et c'est les données servant à définir ou décrire d'autres. Dans notre cas, c'est les données qui décrivent notre environnement décisionnel. Il assure aussi l'interopérabilité entre toutes les ressources informatiques, qu'il s'agisse de données structurées, bases de données accédées par des logiciels ou applications, ou des données non structurées, documents et autres ressources non structurées, manipulées par le système de gestion de contenu. Cela ne concerne pas que le schéma des entrepôts ou la politique d'attribution de noms au champ de l'entrepôt, mais de tout ce qui, de près ou de loin, peut ajouter de la compréhension aux chiffres présentés. Il est très important dans un environnement décisionnel de non seulement documenter tout le projet, les processus ETL, ou log de chargement, mais de rendre aussi disponibles toutes ces métadonnées aux utilisateurs de l'environnement pour générer encore plus de connaissances. Car n'oubliez pas que c'est le but finalement, créer de la connaissance. Et puis pour les solutions d'ETL,
Ils sont nombreux et répondent à toutes les demandes de performance et d'exigence. Cependant, devant un choix si diversifié, on se retrouve un peu perdu. Choix entre open source ou payant, solutions intégrées ou indépendantes, sous-traitance ou développement. Alors les éléments importants à prendre en compte dans le choix de votre ETL sont les suivants. La taille de l'entreprise. J'entends par la taille des structures, s'il s'agit d'une multinationale avec des milliers de succursales à travers le monde, on ira plus pour une solution complète et en général très coûteuse. Si on est une PME, on optera plutôt pour des solutions payantes comme Microsoft Integration Services, assurant un certain niveau de confort sans impliquer des mois de développement. La taille de la structure informatique. Une entreprise avec une grosse structure informatique pourra se permettre d'opter pour une solution open source et la personnaliser selon les besoins de l'entreprise. Une PME ne pourra sûrement pas faire cela. La culture de l'entreprise, évidemment, si une entreprise a une culture de l'open source très prononcée, l'application d'une solution payante risquera fortement de subir un phénomène de rejet. Et la maturité des solutions. Il existe des solutions bien rodées qui fonctionnent bien et qui bénéficient d'un bon retour d'expérience. C'est en général les plus chers, comme Business Objects, Oracle, SAP. Il existe d'autres solutions moins matures, bénéficiant d'un effet de mode et qui semblent offrir de très bonnes performances, Microsoft. Enfin, il existe des solutions open source qui, de par leur jeunesse, n'offrent pas autant de flexibilité et de facilité de mise en œuvre que les solutions précédemment citées. Il faudra compter avec le temps pour que ces solutions émergent et arrivent à un niveau de maturité acceptable pour pouvoir les utiliser. Bon, voilà, merci à vous tous et j'espère que c'était clair pour vous. Pour toute question ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me contacter et de me suivre surtout et je vous dis au prochain webcast.